Julien, enfin rebonjour parce qu'on s'est dit bonjour tout à Oui. l'heure et puis c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Je suis très contente et honorée de t'avoir dans le podcast potentiel. Merci, Elodie. Moi aussi, je suis très content. Merci à toi je sais que ton temps, quand même, avec tout ce que tu fais, je me suis dit, waouh, il a quand même. C'est assez incroyable. On aura le temps, enfin, on va prendre le temps d'en parler justement pour les personnes qui Ouais. ne connaissent pas. Je vais faire l'exercice de présentation. Alors, moi, j'ai eu la chance de lire ton livre. On va en reparler Ah, aussi. super. C'est quoi le bonheur? Voilà, pour vous. Si, j'ai surligné plein de choses. Alors, je sais que certains n'aiment pas ça, mais moi, je tiens à dire que j'adore surligner sur mes livres. Ok, Tu vois, les ouais, passages t'as raison. clés, les trucs comme ça. Mais je sais, pour Carrément. certaines personnes, tu vois, c'est scandaleux. Genre, le C'est livre vrai. ne touche pas. Ouais, voilà. Moi, j'adore, Ouais. j'adore. Puis en plus, c'est quand même un livre de travail presque, tu vois, qui est Mhm. très, je trouve, qui fait travailler. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en plus, je suis persuadée que je vais le relire dans un an et Ouais. que les passages que j'aurais aimé surligner ne sont pas les mêmes. Ah, mais Tu c'est sais, sûr et certain. exactement. Ouais. Et ça permet de voir Ouais. aussi son évolution, de se dire, ah ben, ça, je l'avais pas remarqué ou ça n'avait pas fait tilt à l'époque parce que c'est Tout à normal. fait. Et là, ça y est, je le comprends et j'ai trop envie de le surligner. Donc, tu vois, c'est C'est pour ça. exactement ça. Tu sais, c'est un peu comme un film. Tu le regardes 2 ans après aussi, tu as une C'est grille de ça. lecture qui est complètement différente. Ouais. Exactement. Ouais, Mais tout à fait. voilà, donc ce genre de livres quand même qui sont vraiment dans le développement personnel, mais qui porte un message très humaniste, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, je m'en nourris énormément et je me nourris Merci. beaucoup de ton travail que je connais depuis des années, en fait. Ah Euh, ouais, ok, merci. mais oui, vraiment, vraiment. Et notamment de tes magazines innovation en éducation, je mettrai tout ça, bien sûr, dans les liens, Ok. mais là, j'en montre Ah, quelques-uns génial. parce que, ouais, tu vois. Mais Trop bien. alors, je trouve ça mais hyper novateur parce qu'en plus, Merci. tu as sorti ça il y a quelques années. C'est Ouais, pas... ça fait 3 ans. Ouais, Ouais. ouais. Mais je veux dire, dans le monde, dans la culture française et tout, on sent que tu as une approche hyper internationale, on sent que tu as beaucoup voyagé, que tu t'es beaucoup nourri de plein de choses différentes. Et bon, tu nous en parleras, mais je me dis, ça n'a pas dû être facile de faire sa place, entre guillemets, de proposer quelque chose de différent, de très novateur, Ouais. qui va peut-être même à contre-courant de la pensée majoritaire, Ouais. mais qui répond, je pense, à un vrai besoin, et de plus en Oui. plus. Donc, tu nous en parleras. Mais en tout cas, tu as un profil hyper atypique. Et j'avais très envie que tu nous en parles aujourd'hui. Donc, alors, quoi dire sur toi? C'est tellement large. Donc, Mhm. effectivement, conférencier, créateur de marque C'est quoi le bonheur, qui regroupe un film, un jeu de cartes, un podcast, un congrès, une collection de livres. Donc, il y a le magazine qui a un lien quand même, si on parle d'éducation, bah, finalement, c'est autour du bonheur. On sent que quand même, c'est hyper important pour toi. D'ailleurs, Ouais. ton film a eu un succès incroyable. C'est quoi le bonheur? Plus de 2 millions de spectateurs. Félicitations. C'est un truc incroyable Merci. pour un, tu sais, un film petit budget, comme on dit, enfin, je veux dire, c'est ça Ça. qui est fou, tu vois. Ouais, Donc, c'est c'est fou. qu'il y a une demande, c'est qu'en fait, ton travail répond à un vrai besoin, et c'est ça, voilà. Et c'est quand même, je pense, ben, l'objectif de tout chef d'entreprise, c'est de répondre à un besoin et non pas de le créer. Ouais. Et pour autant, ben, toi-même, tu es atypique, tu parles de ta dyslexie, de ta dysorthographie, tu as écrit pourtant un livre, tu as un magazine, on pourrait se dire, tu vois, et je pense qu'il y a des auditeurs qui, parfois, qui m'écoutent, ils disent, mais moi, je ne serais pas capable de parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur qui tu es? Dis-moi. Bah, moi, souvent, je dis, bon, tu sais, ça fait 21 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise. Ouais. Donc, à l'époque, j'avais 23 ans. Là, j'en ai 45. Euh, je me considère, moi, comme un jardinier. Tu sais, quand on me demande de me présenter, j'ai vraiment l'impression d'être un jardinier parce que j'ai le sentiment de semer des graines comme ça autour de moi bah, depuis plus de 20 ans. Et puis, très souvent, je dis que je suis un chef d'entreprise intuitif parce que toutes les réalisations, tout ce que j'ai fait de manière professionnelle, mais ça a aussi un impact dans ma vie perso, hein, les prises de décision aussi personnelles sont les mêmes. J'écoute mon intuition, en fait, c'est mon meilleur guide depuis que je suis gamin. Et donc, je le cultive, tu sais, je m'amuse avec un peu tous les jours. C'est un peu comme un muscle, je trouve, l'intuition. Et donc, ouais, j'aime bien dire aussi que je suis un chef d'entreprise intuitif parce qu'il n'y a pas beaucoup de. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, déjà, en dehors du spectre des chefs d'entreprise, qui sont à l'écoute de leur intuition. Et je pense que c'est vraiment intimement lié à ma dyslexie, à ma dysorthographie. J'ai dû, à mon avis, tu sais, compenser beaucoup plus sur l'intelligence émotionnelle, sûrement. Et donc, du coup, ben, l'intelligence émotionnelle est quand même aussi beaucoup rattachée au côté intuitif. Et donc, voilà, donc moi, j'invite, évidemment, j'en parle un petit peu dans ce livre, mais j'en parle beaucoup dans le deuxième, puisque j'ai écrit la suite, en fait, de ce bouquin là qui sort le 31 Mais oui, octobre. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais. J'ai hâte de le voir. Ben, merci. Et donc là, bah, il y a tout un chapitre qui est dédié à l'intuition, tellement je pense que c'est vraiment important en fait dans notre vie de tous les jours en tant qu'être humain. Donc voilà. Voilà ce que je pourrais rajouter. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalisations, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux écosystèmes. Donc il y a l'écosystème, c'est quoi le bonheur pour vous?
comme tu le dis, qui regroupe le jeu de cartes, le film, les livres, un congrès, un week-end immersif, plein de choses. Et puis aussi, il y a l'écosystème innovation en éducation qui regroupe le magazine, un congrès aussi, un podcast, une académie de formation, plein de choses. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, il suffit juste de taper «C'est quoi le bonheur?» sur un site internet ou innovation en éducation et on tombe sur les infos. De toute Sinon, façon, il y a tellement de choses à dire, on passerait des heures. je mettrai de toute façon tous les liens en description. N'hésitez pas, Ok. qu'importe que vous écoutez cet épisode, de regarder. Je mettrai tous les liens pour te retrouver et retrouver ton incroyable travail. Et je voudrais en fait comprendre finalement, si on revient un petit peu à la base de la base, ton parcours scolaire avec des Ouais. troubles 10. Comment déjà, est-ce que ces troubles 10, tu les as vus dès tout petit ou est-ce que finalement tu t'en as aperçu plus tard, parce que c'est aussi possible? Est-ce que, à ton sens, il y a d'autres atypies qui sont venus compenser? Parce qu'on dit souvent que le HPI va compenser les troubles 10, ce qui va amener quand même ben, quelque chose qui, on va dire, va aider dans la scolarisation, hein, Ouais. contrairement aux personnes qui n'ont pas de HPI par rapport aux troubles 10. Ça, c'est une réalité aussi. Bref, comment s'est déroulé ton parcours scolaire? Dis-nous. Eh bien, j'ai l'impression, en tout cas en prenant du recul, relativement équilibré. Je m'explique. C'est que bah, du fait de ma dyslexie, donc moi je suis né en 78, donc je pense qu'à l'époque, tu sais, les professionnels n'étaient pas équipés, pas formés pour accompagner les enfants un peu différents. Moi, j'ai le sentiment, quand je prends du recul, que j'étais peut-être le seul de la classe à être un peu différent. Et donc, ce qui est compliqué, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est la différence. C'est-à-dire que très tôt, donc je crois que ma mère m'avait montré le courrier qu'on avait été voir, tu sais, on avait fait les tests, je crois que je devais avoir 6 ans, 6 7 ans, un truc comme ça, où on me dit en fait, tu sais, que je suis dyslexique. Mais surtout, moi, ce que je retiens quand je lis ce courrier, je retiens différent, un enfant différent. Et finalement, j'ai l'impression que le système, donc je juge personne, hein, met beaucoup l'accent en fait là-dessus, en tout cas de ce que moi j'ai vécu. Et c'est pas évident quand tu es petit, tu sais, qu'on te dise que tu es différent, alors que toi, tu as l'impression en fait d'être comme tout le monde, quoi, globalement. Tu comprends pas en réalité ce que c'est la dyslexie, tu comprends pas pourquoi on te dit que tu es différent. Par contre, plus les années vont passer et plus je vais voir que oui, effectivement, il y a une différence. Et en fait, cette différence, elle est relativement simple, c'est que je mettais beaucoup d'énergie à essayer de faire comme tout le monde. Et en fait, j'avais des notes catastrophiques. Et donc, plus le temps passe et plus toi, tu te dévalorises, plus tu perds confiance en toi et plus tu as l'impression d'être nul, en fait, au final. Et bon, c'est pareil, je juge pas, mais on a tous connu des profs ou des enseignants, tu sais, quand ils te remettent une note et qui font la petite joke, la petite blague qui fait rire un peu tout le monde dans la classe. Et quand toi, déjà, tu n'as pas confiance en toi, bon, bah, ça t'aide pas, quoi. Tu vois, ça t'enfonce encore plus, quoi. Où nous, à l'époque, on avait des bons points, tu sais, je sais pas si tu as connu ça. On avait des images, en fait, quand, quand c'était bien, en fait, ce qu'on faisait. Et donc, moi, bah, ma petite boîte, elle n'était pas remplie d'images. Et toi, tu avais tous tes potes tout autour de toi qui avaient plein d'images. Enfin, tu vois, il y a tout un process, en fait, qui fait que tu perds vraiment confiance en toi. Et donc, ça, c'était vraiment compliqué. Et donc, je dis que c'est plus ou moins équilibré parce que j'ai le sentiment d'avoir équilibré ça, en fait, cette différence, sans me le dire, je pense, frontalement, mais j'ai compensé. Et donc, en fait, je suis devenu le clown dans la classe. Tu vois? Donc en fait, bah, ma manière à moi, je pense, de compenser, c'était de faire rire tout le monde et donc du coup, d'être, reconnu, on va dire, un peu pour le mec qui fait rire tout le monde et qui est sympa et tout et cetera. Et ça a duré très longtemps, hein, parce que ça a été jusqu'au bac, hein, quand même. Donc toute ma scolarité, finalement, c'était moi, j'allais en cours pour retrouver des potes, pour passer un bon moment, mais le format tel qu'était présenté par l'éducation nationale ne m'imprégnait pas. Moi, j'étais l'élève, tu sais, qui était au fond de la classe, à côté du radiateur en hiver, à côté de la fenêtre pour regarder ce qui se passe à l'extérieur, et puis qui n'arrivait pas en fait à rester concentré pas plus de 10 minutes sur ce que les profs disaient, quoi. Donc voilà. Et donc, j'ai retrouvé la confiance en moi. C'est pour ça aussi que c'est équilibré. De quelle manière? C'est qu'arrivé à l'âge de 12 ans, donc j'avais une énergie qui était dingue, hein, j'avais du mal à canaliser mon énergie. Et un jour, mon frère, il me dit, mais tu devrais faire du kung-fu. Et je dis, ah bon, mais c'est quoi le kung-fu? Il me dit, ah bah écoute, moi j'ai essayé là il y a quelques mois, je trouve ça génial, viens à un cours. Et donc j'y suis allé avec mon meilleur ami d'enfance. Et en fait, dès le premier cours, j'ai trouvé ça génial et j'en ai fait pendant 14 ans. Et donc ça m'a amené après être champion de France en 99. Et donc pourquoi ça a compensé? Parce que, donc toujours pareil, hein, je n'avais pas cette réflexion quand j'étais plus jeune. Là, c'est en l'analysant maintenant, c'est que d'un coup, j'avais un adulte qui croyait en moi, qui voyait en moi en fait que je pouvais être bon dans quelque chose, qui me tirait vers le haut.
Et donc, bah oui, forcément. Alors moi, en plus, oui, je suis devenu un peu passionné aussi du coup du kung-fu et des arts martiaux. Donc je regardais tous les films de Jackie Chan, de Bruce Lee. Je voulais faire la même chose qu'eux, tu vois. Enfin, j'étais vraiment à fond. Donc ça aussi, ça joue, bien évidemment. Mais je crois vraiment que c'est lié à cet adulte qui, à un moment donné, me fait confiance et me tire vers le haut et me fait comprendre en fait que je peux être bon dans quelque Oui, chose, quoi. c'est l'effet, le fameux effet Pygmalion, d'ailleurs, qui Voilà, a été ouais, étudié. Ouais. c'est ça. Euh, mais alors, est-ce que tes parents ou même toi, vous n'êtes pas inquiétés parce que c'est souvent ça quand on a un enfant Si, un peu différent, difficulté, si. pour qui l'école, a priori, c'est compliqué. Est-ce que maintenant, au regard de ta vie professionnelle, est-ce que tu te doutais que tu allais quand même réussir, entre guillemets? Mais Est-ce que tellement les pas. adultes autour de toi te disaient, mais de toute façon, tu vas te débrouiller? Parce que malgré tout, les enfants différents sont quand même débrouillards, tu vois? Oui, oui, ouais. Ah oui, alors je suis quelqu'un de débrouillard, c'est C'est clair. ça, c'est ça. Ouais, j'ai toujours été débrouillard. Mais tu sais, donc moi j'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi, et lui, il était bah, un peu à l'opposé de moi, on va dire, dans le sens où il était Toujours. très C'est scolaire. toujours ça dans les fratries. Voilà. Très scolaire, et puis bah, avec des très bonnes notes, tu sais, très studieux et tout, machin. Donc ça m'aidait pas non plus. Euh, voilà, alors moi, oui, j'étais très débrouillard, c'est clair, mais franchement, je n'imaginais mais pas une seule seconde un jour que j'allais créer une entreprise, qu'un jour j'impacterais autant de millions de personnes autour de moi, mais vraiment pas une seule seconde. C'est pas que j'avais pas d'avenir, mais je ne pouvais pas me focaliser et me projeter en fait dans un futur. C'était trop compliqué. Et donc, d'ailleurs, pour pallier un petit peu à ça, donc j'ai essayé de passer des diplômes. Tu sais, j'ai essayé de passer 2 fois le bac, un BTS action commerciale. En fait, j'ai pas de diplôme à l'heure d'aujourd'hui, j'ai même pas le BEPC, donc j'ai rien du tout. Et donc, arrivé à la deuxième fois où je passe mon bac, donc ça aussi, c'est quand même dingue, hein. Je passe mon bac, donc je le rate. J'ai 9,30, je crois, un truc comme ça. Mais comme j'avais des bulletins qui étaient catastrophiques, en fait, on me le donne pas, quoi, en gros. Et tu sais, tu es convoqué chez le directeur. Et le directeur, en fait, a vraiment l'intelligence de me dire, mais écoutez, monsieur Perron, vous servirez à rien dans notre société, vous allez terminer SDF, quoi. Non, mais t'imagines, Mais quelle horreur, quelle mais horreur. Terrible, c'est hein. un truc de fou. Et Alors, mais moi, pourquoi, tu t'es demandé pourquoi ils disent ça? Est-ce que c'est parce mais qu'ils pensent oui, que ça va faire réagir les enfants? Enfin, tu mais sais, je comprends pas. Ouais, franchement, je c'est- comprends pas. Alors, moi, je me dis, pareil, quelque part, j'ai de la chance parce que j'ai pris ça à la rigolade. Mais t'es un gamin quand même, tu vois. Donc, je pense ouais, qu'il y la a quand même. rigolade, mais extérieurement, intérieurement, ça marque quand même. La preuve, Bah tu oui, fais encore, en fait. bah, bien sûr que ça m'a marqué. Et puis, C'est le ça. pire en plus, le pire, c'est que j'ai été SDF pendant plus de 6 mois à Paris à un moment donné. Et donc, j'en viens même à me demander si, quelque part, il m'a pas semé une graine et s'il m'a pas, Ah ouais. même pas conditionné, tu vois. Mm. Genre, de toute Donc, façon, c'était écrit, quoi. Un peu ce truc ouais. de... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, oui, alors oui, j'étais débrouillard. Non, j'avais pas du tout d'idée de ce que j'allais devenir. Ma mère non plus, très inquiète, évidemment, Et ma mère. ouais, forcément, ouais. On a été Forcément. voir je sais pas combien de spécialistes. J'ai passé je sais pas combien de tests. J'ai Mm. été voir je sais pas combien d'orthophonistes. C'était assez fou. Alors moi, je le faisais, franchement, pour faire plaisir à ma mère. Parce que moi, j'avais l'impression que ça me servait à rien, en fait, d'aller faire des tests et d'aller voir des orthophonistes. Euh, et donc, bah, en fait, ce qui s'est passé, malgré tout, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif, c'est que moi, je suis né dans une famille, notamment ma mère, qui est très intéressée, qui est passionnée même, en fait, de développement personnel et de connaissance de soi. Et donc, tu sais, nous, quand on était petits, on allait voir des naturopathes, on allait voir des iridologues, on avait des huiles essentielles à la maison. Ma mère, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques pour les copines qui passaient à la maison. Et donc, elle s'est toujours intéressée à ça, si tu veux. Et donc moi, ça a aiguisé ma curiosité parce que je suis quelqu'un de curieux, mon frère pas du tout. Et donc moi, j'étais très souvent autour de la table avec ses copines, tu sais, à regarder un peu ce qui se passe, à écouter, etc. Et en fait, ma mère me dit que j'aurais commencé à ce qu'on appelle cheminer vers soi vers l'âge de 10 ans. Donc c'est quand même très tôt, quoi. Et donc j'avais plein de questions existentielles auxquelles elle ne pouvait pas forcément tout le temps répondre. Et comme bah, je suis 10 et c'était compliqué, tu sais, pour moi de lire, et donc, elle m'a forcé, elle m'a poussé, elle m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai pas les réponses à tes questions, donc va dans les bibliothèques, prends des bouquins, lis, et puis tu vas y arriver, quoi, en fait, en gros. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai grandi avenue Montaigne, je sais pas si tu connais avenue Montaigne à Paris. On dit que c'est l'une des Ah, du plus... tout, du tout, du tout. Ok, alors on dit que c'est l'une des plus belles avenues du monde. En fait, c'est là où il y a le Plaza Athénée, c'est un hôtel qui est très connu dans le monde, où il y a Christian Dior, il y a les plus grands couturiers en fait qui sont dans cette avenue. Et donc, grosso modo, c'est une avenue où il y a quasiment que des milliardaires et des millionnaires. Et donc, moi, mes parents étaient gardiens d'immeubles. Donc, on était gardiens d'immeubles dans un immeuble où il y J'ai lu avait... ça dans ton livre, du coup, que tu Ah, tu as vu, ouais. fréquentais. Ouais, ouais, bah oui, tu le racontes dans ton livre, je me rappelle. Voilà. Et donc, du coup, bah, il y avait que des millionnaires. Et donc, comme ma mère n'avait pas beaucoup de sous,
bah, elle me disait, bah, écoute, va à Virgin sur les Champs-Élysées. Donc Virgin, ça n'existe plus maintenant, mais c'est l'équivalent de la Fnac. Et donc j'allais, moi, dans les rayons de Virgin, je m'asseyais par terre et je bouquinais. Et en fait, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel en 99 dans Virgin. Et donc voilà, je suis tombé sur la prophétie des Andes qui m'a marqué à l'époque. Et de fil en aiguille, bah, comme tout ça me parlait beaucoup, j'avais même l'impression que parfois que c'était mes propres mots que je lisais en fait dans le bouquin, tu vois. Enfin, en fait, j'avais l'impression de reconnaître un pote qui écrivait. Et je me disais, oh, je suis pas le seul à penser comme ça. Et bah, du coup, ça m'a amené à continuer à essayer de m'intéresser de plus en plus à moi, en fait. Et donc, plus j'en apprenais sur moi, plus je comprenais les autres. Et à un moment donné, j'ai essayé de comprendre, en fait, notre société, donc la politique, l'économie, les banques, etc., etc. Et donc, en parallèle de ça, je faisais beaucoup de skateboard aussi. Donc, j'étais dehors, on va dire. C'est 14 ans aussi de skateboard. Donc, c'est une autre école. Tu sais, tu rencontres beaucoup de monde, il se passe beaucoup de choses dehors. Il faut faire des choix dans les rencontres qui te tirent vers le haut et celles qui te tirent vers le bas. Et parmi ces rencontres, j'ai rencontré vraiment des personnes hyper intéressantes, beaucoup plus vieilles que moi, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'était un peu comme des sages, quoi, quelque part, et qui étaient un peu dans le même mindset que moi, qui comprenaient en tout cas, moi, ce que je disais, ce que je pensais, et qui m'ont amené aussi vers d'autres lectures, vers d'autres réflexions, etc. Donc, pourquoi je te dis j'ai de la chance? Donc, du coup, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans à essayer de me comprendre. Et donc, arrivé à 23 ans, en sortant de cette période où j'étais SDF pendant 6 mois à Paris, je me retrouve dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris. Donc, j'ai pas de diplôme et tout. Mais par contre, la chance que j'ai, je trouve, c'est que bah, je me connais. En fait, je connais mes talents. Je sais bah, en quoi je suis bon, en fait, naturellement. Je sais ce que j'ai envie de faire. Et surtout, j'ai une appétence à être utile dans notre société. Et en fait, à cette époque, je me dis, mais comment je peux me mettre, moi, utile, mes compétences, comment je peux les mettre utiles pour le monde, en fait, pour l'humanité, quoi. Et c'est là où je vais créer mon entreprise contre toute attente, sans argent. Ah, c'est assez incroyable ton parcours et merci, merci de le raconter avec autant d'authenticité parce que je pense que ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. On a tous des parcours de vie différents. Moi, je dis, tu sais, on est avec comme un jeu de cartes. Tu as des cartes moins bonnes et tu as des cartes Oui, meilleures et on ne sait pas trop ce qu'on en fait, mais chacun son jeu, quoi, tu vois. ouais, Donc, merci. Je pense que c'est très inspirant. Et tu vois, donc bon, moi, je te connais pas depuis du coup 40 ans, mais j'ai vu vraiment ton travail mais monter. En fait, au début, tu n'existais pas. Et dès que tu es arrivé, mais alors ça a explosé. Comment mm, t'expliques ce succès en fait? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu es arrivé à un moment clé? Est-ce que les gens étaient prêts à? Ou est-ce que vraiment, enfin, tu as quand même des compétences en communication et en marketing assez incroyables. Pour ne ouais, avoir fait aucune étude, aucun diplôme là-dedans, ouais, c'est quelque chose, on sent que tu arrives à, oui, à faire passer tes idées, quoi. Tu vois, qu'importe oui, les livres, les conférences, oui. comment t'expliques ce succès incroyable? Bah, comme je te le disais, je pense que moi, je crois qu'on a vraiment tous des talents innés. Donc, j'ai réussi à déceler ces talents très tôt. Donc, effectivement, la communication, notamment aussi le lien social, le fait de pouvoir fédérer des gens aussi autour de moi, pour moi, c'est très simple. Alors que je vois bien que pour d'autres personnes, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, ça nécessite plein de ressources, etc. Donc, voilà, j'ai réussi à déceler ça. Donc, bien évidemment, du coup, bah, je ne fais qu'être ce que je suis. Donc, c'est quand même génial, tu vois, quand tu n'as pas besoin de te former ou d'aller chercher des compétences à l'extérieur, et d'être que tu es, qui tu es en fait, tout simplement. Donc ça, je crois que c'est déjà un point qui est important. Et le deuxième point, c'est que bah, le fait de commencer tôt justement à essayer de me comprendre et à cheminer vers moi, hein, on dit que c'est le chemin d'une vie, hein, donc je continue, hein, bah, ça m'a amené à être très discipliné dans ma vie personnelle. Ce qui veut dire en fait que j'ai une discipline de vie. Je trouve que c'est le terme le plus approprié, mais je sais que dans la tête des gens, discipline, ça fait pas rêver. Mais pour moi, la discipline, c'est le maître mot et c'est la clé en fait du succès. En fait, faudrait définir ce que c'est le succès, hein. Mais pour moi, le succès, c'est déjà être bien dans sa tête, être bien dans son corps, vraiment dans la vie de tous les jours. Et donc tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je mets en place dans ma vie de manière disciplinée m'aide forcément à mettre en place tout ce que je fais, donc bah, de manière professionnelle. Et surtout, tout ce que je fais, c'est de manière intuitive. Et donc, pour moi, l'intuition, quand je me lance sur un projet, c'est quelque chose qui me met dans un premier temps en joie. Donc, moi, il faut que ça me fasse kiffer, en fait. Et donc, quand je sens que ça me crée des trucs, tu vois, des petits papillons, de la joie, en fait, et je me dis, waouh, ça va être trop bien. Et le deuxième élément, c'est que c'est toujours quelque chose où je sais que ça va être utile pour les gens. Tu vois, il y a pas de raison financière derrière, il n'y a pas de plan marketing, il n'y a pas de plan de communication. Je suis pas en train de calculer le ROI, si je vais rentabiliser ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas du tout mon trip, quoi. Mais vraiment pas. Moi, Ouais. je suis ça, en fait. Je suis mon intuition, ma joie et comment ça va servir les gens. Hmm. Comment, en fait, moi, je vais être au service de quelque chose. Et Et c'est du ça, moi, coup, qui me fait vibrer.
est-ce que Ouais, tu travailles avec des gens qui s'occupent un peu de ce côté chiffre? Parce qu'on sait très bien que pour qu'une entreprise dure comme la tienne, il faut quand même qu'elle soit oui. rentable. Est-ce que tu Eh as ben su non. trouver, t'associer, enfin, avec des gens? Alors, bah, oui, non, bien évidemment, j'ai un service comptabilité, donc j'ai un service de compta, tu sais, qui Mm, s'occupe mm. de la comptabilité de Ouais, l'entreprise, ouais. quoi. Mais j'ai pas de personne qui me. Tu vois, on fait pas des réunions autour des chiffres avec des tableaux en disant, bon, là, en fait, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, quoi. C'est pas du tout mon trip. Vraiment pas. Parce que moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est impacter les gens, en fait, positivement et apporter ma pierre positive, en fait, à ma manière, tu vois, dans la société. Et c'est pas tant faire du chiffre. Évidemment, je suis pragmatique, tu sais. Pour ceux qui croient un peu au signe astrologique, je suis Sagittaire, donc j'ai les pieds ancrés, j'ai la tête dans les étoiles. Et donc, bien évidemment, je suis très pragmatique. Je suis un chef d'entreprise, donc j'ai cette notion de chiffre que j'arrive en fait à, tu vois, à gérer depuis 21 ans, mais c'est pas, je n'axe pas en fait mon regard là-dessus. Tu vois, systématiquement, évidemment, au minimum, ça va équilibrer. Si à un moment donné, je me lance dans un projet, bah, ça va venir équilibrer, forcément. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au minimum. Et après, bah, si on gagne des sous, c'est génial, parce que bah, du coup, ça me permet d'investir dans d'autres projets. Tu sais, j'ai une liste de 17 projets encore sur mon bureau. Donc, j'ai encore Je suis pas de du tout étonnée. donc, j'ai vraiment, vraiment de quoi faire, mais c'est pas vraiment, j'ai pas. C'est pour ça que je dis que je suis un chef d'entreprise intuitif parce que je suis vraiment pas un chef d'entreprise comme les autres. Je vois bien, tu sais, j'ai des potes chefs d'entreprise autour de moi qui ont, je sais pas, des centaines de salariés, mais c'est d'autres choix en fait. Eux, ils ont fait le choix de faire des millions et des millions de chiffres d'affaires, tu vois. Donc, du coup, de continuer à grandir. Moi, j'ai fait le choix d'avoir 6 mois de l'année où je continue à me balader autour du monde. C'est ça, en fait, pour moi, Ouais. qui est le Et plus ça important. marche. C'est ça qui est Ça bien. marche, C'est que ouais. ça marche. C'est que tu montres un autre modèle de c'est possible, en fait. Un autre Oui. modèle du possible, c'est hyper intéressant. Et je sais que dans ma communauté, beaucoup aimeraient se lancer, tu vois, dans l'entrepreneuriat ou au spa, parce que justement, ils ont peur de ne pas être assez durs, parce qu'ils ont peur que leur sensibilité font que bah, ils n'ont pas ce côté un peu requin. Je crois qu'on ne comprend pas qu'en fait, tu peux gérer ton entreprise avec qui tu es, de la manière que tu es. En fait, c'est ton business, c'est tes règles, c'est ta manière de voir les choses, et tu montres. Merci. Bah, merci de dire que Exactement. c'est possible en fait. Merci beaucoup. Et c'est exactement ça, et c'est valable dans tout. Tu peux aussi incarner le couple que tu as envie de voir, par exemple, tu vois. Tu as ta propre idée de ce que pourrait être le couple, et c'est à toi, en fait, de construire aussi la vision que tu as envie d'avoir de ton couple. Et on peut vraiment le transposer dans tout, en fait, dans notre vie, quoi. Moi, je crois que et je pense ne pas me tromper pour tous ceux qu'on dit être atypiques. Généralement, on est un peu, tu sais, le mouton noir parmi tous les moutons blancs, quoi. On fait quand même les choses de manière un peu différente. On a des réflexions qui sont différentes. On crée des ponts sur des choses lesquelles les gens ne pensent pas. Enfin, on est souvent à contre-courant et parfois aussi, et j'ai l'impression, un peu précurseur, en fait, dans Et c'est ce les que idées. j'allais Parce que, dire. Parfois, c'est un peu frustrant. On a la sensation d'être un peu trop en avance par rapport à son oui, temps, quoi. Tu tout vois? à fait. Et Mm. c'est pour ça que moi, j'ai pris maintenant l'habitude de les noter. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais donc plein d'idées, hein, ça a toujours été le cas, et je le disais à mon frère. En fait, à chaque fois, il se fichait de moi. Et genre, 2 ans après, par exemple, que je lui donne une idée, on me voyait à la télé. Et je disais, mais tu vois, Ludo, je t'en ai parlé. Et en fait, il me croyait J'adore. pas. T'as Et raison, donc, du faut coup, les maintenant, noter. T'as raison. mais c'est ça, maintenant, je les note. Donc oui, ouais. Et j'allais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tes troubles du 10, notamment parce que c'est de ça dont tu nous as beaucoup parlé, où ça a affecté ta vie quand même scolaire, ta confiance en toi, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, c'est toujours le cas? Je te donne un Oui. exemple parce que beaucoup me disent, mais moi, écrire un mail, c'est stressant parce que je sais qu'on Mm. va me juger non pas sur le contenu, mais sur les potentielles fautes. Alors aujourd'hui, maintenant, on a l'intelligence artificielle, il y a des moyens de... Voilà. Mais sinon, est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu sens encore que ça peut être un handicap ou pas du tout? Ou est-ce qu'au contraire, ben, tu vois, ça t'a amené une créativité, comme tu dis, des stratégies compensatoires et tu vois ça plutôt comme de manière positive. Bah, un peu les deux. Tu sais, à l'époque, quand je crée l'agence de communication Néo Bien-être, faut être culotté quand même, parce qu'une agence de com, elle n'est pas censée faire des fautes d'orthographe et de grammaire et de conjugaison, etc. Donc, je peux dire que je me suis fait bien tacler par des gens. Moi, j'ai jamais compris ça, hein. Ça a toujours été quelque chose pour moi d'incompréhensible. Des gens qui ont une telle violence dans leurs réponses, en te disant en gros qu'ils ne te prennent pas au sérieux parce que tu as fait une faute d'orthographe dans une newsletter, mais avec une violence, c'est écrite qui est quand même dingue. Moi, j'ai Oui, jamais on a l'impression compris. que ça a remis toute leur vie en question, tu sais. Ouais, c'est ça, Ça, mais c'est ouais, dingue. totalement, ouais. C'est ça. Donc, ouais, donc ça m'a poursuivi, ça me poursuit moins quand même, parce que j'ai l'impression que je me suis bien amélioré en orthographe, conjugaison et tout, etc. Mais j'en fais toujours, hein, c'est sûr. Bon, l'IA, c'est assez récent, hein, finalement. Ça fait quoi? Ça fait même pas un an que c'est présent. Mais je te cache pas que c'est un bon assistant maintenant pour moi, évidemment, hein. Ça m'aide beaucoup pour éviter de Pour faire des moi fautes. aussi. Pour moi aussi. Ah, bah ouais. Tout le monde. Et donc, bah ouais. Et donc, mais par contre, c'est vrai que pendant de nombreuses années, ça a été compliqué, hein.
Parce que tu sais, bah, du coup, j'écrivais des articles pour alimenter les blogs en fait, de notre site. J'écrivais des articles aussi pour notre newsletter, etc. Donc pendant de nombreuses années, j'ai envoyé tout à ma mère pour qu'elle fasse les corrections et tout, etc. Moi, c'est mon Et en mari, fait, ah bah voilà. tu vois? Et donc, c'était intéressant parce que, en fait, ma mère m'a vu progresser avec les années. Et donc, c'était chouette parce qu'elle me le disait. Elle me disait, waouh, putain, c'est génial, Julien, tu fais de moins en moins de fautes et tout, c'est Ah, super ce mais que je tu me écris. reconnais tellement, Ah bah, c'est vrai. ok. Donc, Mais parce ça, qu'à c'était force cool. d'écrire, on en fait moins aussi, en fait. Bah C'est oui, la c'est ça. discipline dont tu parlais finalement avant, tu C'est vois, exactement ça. d'avoir cette discipline, forcément, on progresse, qu'importe C'est d'où ça. on vient au début. C'est Tout ça. à fait. Et Ouais. c'est ça à retenir, je trouve, c'est que cette discipline, cette persévérance, en fait, tu peux l'appliquer dans tout, dans toute ta vie, et ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, hein. Je dis pas que c'est simple, hein, d'être discipliné et persévérant, mais c'est vraiment une des clés du succès, je trouve. Ouais. Et donc ouais, donc ça a été compliqué pendant de nombreuses années. Puis après, j'ai appris avec les années à me détacher, tu vois, du regard des gens, des personnes qui pouvaient écrire encore en disant, oh là là, attention, etc. C'est pareil, tu vois, il faut être culotté pour créer un magazine dans le monde de l'éducation, s'adresser directement aux enseignants. Tu Mais sais, voilà, j'allais y venir, j'allais y venir. Je me suis dit, mais tu as dû prendre de ces remarques. Mais voilà, alors, on sait que s'exposer publiquement, exposer son travail publiquement, qu'importe comment l'expose, ouais, c'est difficile, il y a des critiques. Et ça fait partie, on le sait, les gens ont le droit de critiquer, et ça, c'est normal d'aimer oui, ou pas bien aimer. sûr. Mais il y en a, ils le font avec une certaine virulence, quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Et Et ça, encore plus, ouais, plus les enseignants, les profs, le monde de l'éducation nationale, ils sont ouais, très ouais. virulents, bien évidemment. Après, je crois que, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi j'ai découvert avec les années que c'est un talent de savoir bien s'entourer, de trouver les C'est bonnes vrai. personnes. Ouais, Moi, ça m'a mis du temps, moi justement, au aussi. contraire. Je pense que c'est en faisant des erreurs que j'ai compris, à force, tu vois. Pareil, pareil. Ah ouais, mais ça m'a mis C'était... beaucoup, Ouais. beaucoup de temps. Mais Ah ouais. pour autant, j'ai toujours eu... En fait, j'ai toujours bien, par contre, choisi mes partenaires de vie, tu vois. Ah, Et ok, ça, c'est et ça, génial. je ne vais jamais tomber sur un homme, parce que je suis hétérosexuelle, donc voilà, j'ai jamais été attirée par les hommes où je sentais que pour moi, alors c'est un peu méchant, mais genre des handicapés émotionnels, tu vois. Ok. Voilà, genre, tu sais, le bad boy, tout comme ça, jamais, jamais. J'ai toujours vu le gros problème émotionnel que, tu vois. Ok. Et donc, Et tu dis, j'ai toujours fui là où je voyais mes copines, justement, qui disaient, ah ouais, il est trop beau, tu sais, quand on était jeunes. Je dis, oh, mais moi, je vois un paquet d'emmerdes. ah, Vraiment. ok. Mais toujours. Et je pense que ça, du coup, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tu choisis bien tes partenaires, mais en amitié, c'est un peu compliqué. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais beaucoup plus exigeante dans mes partenaires, parce que je partage, en mon sens, je devais partager plus, donc je devais être plus exigeante. Et Ouais. surtout que j'avais vu les retombées, puisque moi, mon père était une personne toxique avec ma mère. Donc, du coup, tu vois, j'avais la Ouais. crainte je voulais vraiment pas Ah faire ça. oui. Et du coup, comme j'ai compris comment je choisissais bien un partenaire, je me suis dit, fais pareil avec tes amis. Et ça a changé la donne. Mais ça a été Ah bah long. oui. Et en business aussi, du coup, parce qu'aussi en business, Ok. c'est encore autre chose. Bah oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis, alors moi aussi, ça a été un long processus, hein, tout ça, très, très long. Mm. Et donc là, je suis très content. J'ai vraiment l'impression de travailler avec des gens qui sont un peu comme moi, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, entre Ah, nous c'est tous, quoi, génial. globalement. Mais Ouais, ça, j'adore c'est parce top. que tu montres à quel point c'est possible. Et, Mais euh, oui, et alors, c'est drôle parce que je pense qu'il y a des gens, ils veulent tellement pas croire que c'est possible que je suis persuadée qu'ils vont mal interpréter tout ce que tu fais. Tu vois, ah en se non, disant c'est ah pas oui, possible, oui, il nous cache quelque chose, c'est un manipulateur. Tu sais, tellement que, en fait, là, c'est un encens dans leur cerveau. oui, je Ils vois, je vont vois. essayer de trouver la faille. Genre, non, non, ça sent le piège. Tu vois, ça sent pas bon, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais ça, c'est notre fameux biais cognitif. Je sais pas si tu Ouais. connais le biais de négativité. Ouais, ça, c'est à toujours voir en fait les choses négatives. Mais non, non, mais c'est, enfin, oui, moi, je suis, et encore à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'hallucine hein, de tout ce que je fais, hein. Vraiment, hein. C'est, je t'assure que j'imaginais pas vraiment faire tout ça. Alors, encore moins là, écrire des bouquins, par exemple, parce que quand tu es 10, tu te dis pas que tu vas écrire des livres. En fait, Ah, pour mais toi, totalement. Je comprends très bien ça. c'est une montagne. D'ailleurs, je peux peut-être raconter l'anecdote si ça peut Vas-y, inspirer vas-y. les gens, parce que il y a beaucoup de personnes, donc des maisons d'édition, qui me sollicitaient depuis de nombreuses années en me disant un jour, si vous voulez écrire un livre, Julien, vous savez, nous on est là et tout, etc. Et je leur tenais le même discours. Je leur disais, bah écoutez, vous savez, moi je suis 10, moi écrire un bouquin, c'est une montagne, quoi. Donc je suis déjà hyper occupé dans mes activités. Si vous êtes patient, bah, peut-être qu'un jour je vous contacterai et puis que je me lancerai, quoi. Pourquoi pas, quoi. Et donc voilà, et je m'arrêtais là-dessus. À côté de ça, j'ai des amis qui sont auteurs, qui ont une facilité à écrire des livres. C'est dingue, ils écrivent des livres tous les ans. Je sais pas comment ils font, quoi. Enfin, c'est hyper simple pour eux. Voilà, des talents, voilà, un talent inné, par exemple. Et donc, tous me disent la même chose. Ils me disaient la même chose. Ils me disaient, mais un jour, Julien, tu verras, tu vas écrire un bouquin, ça sera super fluide. Je dis, bah, ok, si tu veux.
Et puis après, moi, je passais à autre chose. En fait, je les prenais pas au sérieux. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, un matin, je me suis réveillé et je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas parlé de livre genre des mois avant ou la veille ou quoi que ce soit. Je me réveille le matin et je me dis, allez, c'est bon, je vais écrire un bouquin. Je savais pas du tout ce que j'allais écrire, donc je me lève, je vais derrière mon bureau, devant mon ordi, j'écris le titre du livre, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, et je sais pas de quoi je vais parler. Et voilà, et après, pendant 9 mois, je me suis lancé dans l'écriture. Alors, pour le coup, je me suis fait entourer, hein, donc j'étais pas seul, hein. Donc, au départ, j'ai fait appel à un copywriter. Donc, c'est une dame qui m'a aidé, en fait, à structurer toutes les idées que j'avais dans ma tête, qui étaient pour moi une montagne, tout ce que je voulais faire, en fait, comme un puzzle. Elle m'a dit, écoute, Julien, moi, je suis là pour ça, on va rassembler toutes les pièces du puzzle, t'inquiète pas, et tu vas voir, à un moment donné, ça va être clair. Donc, on a passé beaucoup de temps au téléphone ensemble pour qu'on assemble les pièces du puzzle, quoi, en gros. Et une fois que tout ça a été assemblé, bah, du coup, j'ai commencé à écrire, à mettre ce que j'avais. Il y a des articles en plus que moi j'avais déjà écrits, tu sais, donc que j'ai remis après dans le livre un peu partout. Donc ça a commencé à former quelque chose. Et après, j'ai fait appel à une collègue avec qui je bosse depuis 7 ans, qui s'appelle Julie, qui elle est repassée en fait derrière et qui a, on va dire, davantage, tu sais, peaufiné le puzzle. Et donc voilà, donc en fait, ça a été un travail entre guillemets à trois qui a permis en fait de sortir ce premier bouquin. Voilà. Et ben, en parlant de ce bouquin-là, si tu me permets, Oui, je vais lire un extrait parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes et ça va faire lien avec ce qu'on dit. Munissez-vous d'une feuille et d'un stylo et écrivez. Donc, pour ceux qui nous écoutent, faites-le. Mettez pause au podcast et faites-le. Quelle est la bonne voie pour moi? Tout le problème est justement là. Cette question n'est pas celle que nous devrions nous poser. Pourquoi? Parce qu'elle nous met beaucoup trop de pression et a tendance à créer plus de blocages que d'évolution. Elle nous donne l'impression que si nous ne faisons pas le bon choix, nous devrions vivre avec les conséquences pour le reste de notre vie. Reprenez votre feuille, barrez le mot bonne et remplacez-le par prochaine. Quelle est la prochaine voie pour moi? Quand vous questionnez la prochaine chose que vous voulez essayer ou faire, ce simple changement de terme vous offre beaucoup plus d'espace mental. Est-ce exactement. que c'est quelque chose que toi tu fais? Comment t'en es venu là? Parce que c'est quoi le bonheur? C'est hyper intéressant, du coup, parce que les définitions, bah, finalement, elles sont hyper subjectives. Donc j'ai envie que tu nous développes un petit peu cette idée-là, en fait. L'idée de autour de c'est quoi le bonheur? Oui, et puis de cette question, finalement, quelle est la prochaine? Et au lieu de se mettre la pression, tu sais, je me dis, la pression au bonheur, ça existe aussi beaucoup, tu vois. Comment je pourrais être heureux? Bah, du coup, est-ce qu'on Hmm. pourrait aussi changer ça? Vas-y, je te laisse développer, je suis sûre que tu as plein de choses à Mais nous oui. dire. Oui, parce que en fait, la plupart des gens attendent du bonheur que ce soit quelque chose. Par exemple, je vais avoir un super travail, donc du coup, je vais être heureux. Je vais me marier, donc du coup, je vais être heureux. Je vais acheter cette belle voiture, donc du coup, je vais être heureux. Et c'est un leurre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la société en fait qui nous vend ça. C'est-à-dire qu'il y a un pur conditionnement où on nous vend ce que c'est le bonheur. Schématiquement, on nous dit quoi? On nous dit travaille, gagne beaucoup d'argent, marie-toi, achète une belle maison, fais des enfants et un beau jardin avec un chat, un chien, un 4x4, et là, tu seras heureux. Globalement, c'est un peu ça. Et donc, la plupart des gens, ils prennent cette direction parce que tout est fait pour qu'on reste gentiment sur les rails et qu'on ne sorte pas des rails. Par contre, pour ceux qui, à un moment donné, mettent sur pause ou décident de dévier en fait des rails, là, on commence à se rendre compte un petit peu justement qu'on a été conditionné et que finalement, les choix qu'on a pu faire peut-être jusqu'à aujourd'hui étaient purement du conditionnement sociétal. Ça, déjà, c'est le premier point. Ouais. Pour, euh, pour tendre vers le bonheur, par contre, il y a des outils. C'est ça, en fait, qui est hyper intéressant. Et pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, c'est que je pense qu'on peut nous les apprendre le plus tôt possible. Et c'est cette fameuse discipline de vie, moi, que j'ai mis en place dans ma vie, qui nous permet justement de plus en plus de tendre vers le bonheur. Pour moi, pour tendre vers le bonheur, il faut déjà se réapproprier les rênes de sa vie. En fait, il faut vraiment se réapproprier qui on est profondément. La plupart des gens, ils ne se connaissent pas. On nous a appris à C'est vrai, plein c'est de vrai. connaissances. Mais ils pensent Ouais, se connaître. Tu vois, c'est ça mais qui ils est pensent se intéressant. connaître. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils pensent se connaître. Mais en fait, c'est comme si on passait un petit peu à côté de nous. Donc Ouais. pour moi, vraiment, la première des choses, et c'est pour ça que je trouve que j'ai beaucoup de chance, c'est déjà d'apprendre à se connaître, en fait, vraiment qui on est, c'est quoi nos talents, c'est quoi nos émotions, comment on peut accompagner nos émotions, si on a des bombes émotionnelles, comment on peut les désamorcer, et s'il y a des Mhm. choses à traiter, des croyances limitantes, comment on peut les faire sauter, etc. Enfin, tu vois, il y a tout plein de mécanismes à mettre en place comme ça, il y a plein d'outils à l'heure d'aujourd'hui qui nous aident. J'aurais pas dit ça il y a 20 ans en arrière. Et ça, pour moi, c'est la première étape. C'est-à-dire que une fois qu'on a un peu lissé tout ça, qu'on a mis en place toute une discipline de vie qui nous permet d'être bien, en fait, dans notre corps et dans notre tête, on comprend que le bonheur, déjà, dans un premier temps, en fait, c'est ça.
Alors, C'est-à-dire, attends, parlons concret, parce que du coup, pour les gens, voilà, tu vois, qui découvrent un peu tout ça, ils disent, ah, ok, mais moi, j'ai vraiment envie de me connaître, mais j'ai pas confiance en moi, parce que ça fait des années, justement, que je me suradapte à une vie qui ne me correspond pas, et ils savent pas par quoi commencer. Bon, acheter ton livre, c'est la base, au moins, c'est simple, il coûte pas cher, en plus, 16,90 €, vous le trouverez ouais, partout. Mais sinon, concrètement, est-ce que tu peux nous donner des actions qui t'ont permis, alors, le stade où tu en es, c'est un peu compliqué, je pense, mais en tout cas, des petites actions très simples. très très simple. Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est l'alimentation. On fait un pont maintenant, les scientifiques font un pont entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Donc c'est super intéressant, hein. Il y a encore 10 ans en arrière, on ne faisait pas le pont. Donc rien que ça, déjà l'alimentation, se concentrer sur ce qu'on mange, c'est-à-dire trouver les aliments qui nous apportent de l'énergie, de la vitalité, et juste pas manger parce qu'on se remplit, qu'on remplit un vide, de manière un peu métaphorique, c'est déjà peut-être le premier élément le plus important. On ne nous a pas Ah, appris ouais. à bien manger. Là, c'est C'est compliqué parce qu'on peut toucher à tout ce qui est du trouble alimentaire, alimentation émotionnelle, et je sais que beaucoup ouais, d'hypersensibles en souffrent. Peut-être être ouais. accompagné dans ces cas-là par un Bien professionnel sûr. de Ah bah santé mentale. complètement. Ouais. Complètement. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Moi, je recommande sur plein de pans en fait, de notre vie de se faire accompagner. Tu sais, il y a certains qui vont dire non, moi, je peux me débrouiller tout seul. Non, non, fais-toi accompagner. Il y a des gens qui sont très, très bons dans leur métier et qui peuvent t'aider à faire sauter plein de choses, à déverrouiller plein de choses et à t'accompagner justement vers un mieux-être. Donc, pour moi, déjà, ouais, l'alimentation, c'est vraiment un des points clés, surtout quand on voit hein, que dans notre société, on nous vend des produits qui sont pas bons pour notre santé, hein. Tout ce qui est Et préparé. encore, en Ouais. France, vous avez de la chance, parce que moi, vivant au Ok. Royaume-Uni, je trouve qu'en France, les Français ont envie de bien se nourrir. Ils sont quand même très Oui, attentifs, tu vois, sur la qualité de oui, l'alimentation. Moi, je trouve oui, qu'au Royaume-Uni, ça me manque beaucoup, ça, tu vois. je suis C'est d'accord. c'est beaucoup plus industriel, quoi. C'est des Tout à produits bruts, fait. c'est compliqué à trouver, vraiment. Tout à fait. Donc, si vous vivez en France et que vous nous écoutez, sachez que vous êtes déjà dans un pays où finalement, il y a encore ça, parce que dans plein de pays, aux États-Unis, en Australie, ils en parlent Ah, tous, en fait. Il y a plein Canada de pays aussi. où, au Canada, c'est de plus en plus compliqué de bien manger, en fait, hein. Ah ouais, Donc, complètement. je Oui, il faut se pense. rappeler de cette chance, c'est bien de le dire Ouais. parce que vraiment, on a à Et à petit proximité. prix, malgré ce qu'on croit, Tout à fait. l'alimentation n'est pas si chère en France. Je comprends que certains ont plus de difficultés, mais vraiment, comparativement à d'autres pays, ils n'en reviennent pas, par exemple, que les fruits et légumes soient si peu chers en France par rapport à chez Bien eux, sûr, quoi. Tu vois, bien déjà, sûr, ils bien sont sûr. accessibles. Dans n'importe quel magasin, on peut en acheter. Je peux vous assurer que ici, dans n'importe quel magasin, il n'y a pas forcément des fruits et légumes. Ah Et ouais, je suis ils d'accord. sont beaucoup plus chers, quoi. Donc, Ah ouais, c'est clair. Ah ça, oui, c'est bien de le dire, c'est bien de s'en rappeler parce que c'est une vraie chance. Et donc, en fait, mon idée aussi derrière, bah, c'est de se remettre à cuisiner tout simplement, tu vois, cuisiner chez soi, en famille, entre amis, avec tout seul, en couple et tout, etc. Rien que ça, c'est un très bon moment. Et remettre de la couleur, tu sais, dans ce que tu cuisines. Enfin, bref, remettre vraiment la cuisine au centre, quelque part, un peu de notre vie parce que ok. c'est un des éléments pour moi qui est vraiment très Donc, important. première action. Est-ce que tu en as deux autres à nous donner? On est dans une société qui nous a sédentarisés, donc on est tout le temps assis, tu sais, derrière notre bureau, on rentre à la maison, on s'assoit, dans les transports en commun, alors regarde, on est assis en train de discuter, bon, on est tout le temps assis. Et donc l'idée, c'est de remettre du mouvement en fait dans notre vie. Donc le mouvement, c'est par exemple, je vais à pied pour aller à mon travail, je prends pas l'ascenseur, si j'ai un ascenseur dans mon immeuble, bah, je monte à pied. Je sais pas, Je sais pas remettre du si tu as mouvement. vu justement la trend actuelle, c'est d'avoir un bureau surélevé et un tapis de Oui, marche, tu vois? exact. Ouais, Voilà. Et il y en a qui font ça, ceux qui travaillent justement assis au bureau, ils disent qu'ils se sont habitués à faire ça, ça fonctionne bien. J'ai pas testé, bien mais sûr. ça me tente, ça me tente. Ouais, franchement, ça peut être une idée. Je sais que dans les pays du Nord, il y a de plus en plus d'entreprises en fait Ah, qui en qui font ça achètent aussi? Ah, pour leurs génial. salariés. Ah ouais, Ah, ouais, génial. carrément. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que du Ouais, coup, tu peux travailler et puis tu continues à marcher en fait ouais, tranquille, tu c'est vois. vrai. Et donc, on a besoin vraiment, ça fait partie des besoins fondamentaux des êtres humains. On a besoin du mouvement en fait dans notre vie. Donc, remettre du mouvement. Et puis, un troisième point qui me paraît important dans une société aussi où on est ultra stressé. Donc, il y a deux choses que je vois. Soit on essaie du mieux qu'on peut de se rapprocher de la nature. Ça allait marcher dans une forêt, au bord d'un lac, à la montagne, à la campagne. Si vous êtes en ville, moi j'ai habité 34 ans à Paris, bah, j'allais dans des parcs ou j'allais au Bois de Boulogne, par exemple. Je faisais 1 heure et demie de vélo pour aller là-bas. Donc parfois, il faut faire des efforts hein, pour accéder à la nature. Mais il y a tellement d'études scientifiques dans tout ce que je dis, hein, l'alimentation, le mouvement, la nature. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent en fait tous les bienfaits que ça peut avoir pour nous, en fait, sur nos cellules, sur notre cerveau, sur notre façon de penser, Alors, sur je plein de je pense choses. que tu vois, les gens qui nous écoutent, ils savent. La plupart des gens savent, tu vois. Je veux dire, il y a peu de gens maintenant, alors, il y en reste, mais qui savent ce que c'est bien manger, qui savent qu'il faut bouger, tout ça. D'après toi, pourquoi on le fait pas? Parce que ça nécessite des efforts, ça nécessite du temps et de l'énergie.
Mhm. Et comme on est dans une société où apparemment tout va très très vite, je dis apparemment parce qu'on peut appuyer sur pause à n'importe quel moment, Mhm. et tout va très très vite, donc on court dans tous les sens, et finalement on oublie le plus important, c'est de s'occuper de soi. Et pour s'occuper de soi, mais c'est un peu comme tout, en fait, ça nécessite du temps et de l'énergie. Et donc, du coup, on préfère mettre notre temps à regarder des émissions sur Netflix, à être avec notre téléphone, à naviguer sur les réseaux sociaux, par exemple, plutôt que de passer du temps à se relaxer, tout simplement, à rien faire pendant 10 minutes. Tu vois? Alors, moi, je veux faire culpabiliser personne parce que je sais bien que c'est pas toujours évident de tout gérer. Enfin, tu vois, étant maman, je me rappelle, il y a des moments où on est fatigué aussi entre le boulot, la vie de famille, tout ça. Est-ce que C'est tu aurais des normal. tips toutes simples? Tu vois, par exemple, là, je pensais aux auditeurs qui nous écoutent, je pourrais très bien, là, marcher en nous écoutant, par exemple. Par Voilà, c'est exemple. des choses comme ça. Est-ce que tu as des tips toutes simples pour commencer? Tu vois, parce que des fois, les gens, et notamment chez les atypiques, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est un peu tout rien ou tout, genre noir ou blanc. Ouais, Et sauf du coup, ouais, un changement d'habitude, si c'est trop violent, ça ne se tient pas sur la durée, très ouais, rarement. tout à fait. On entend des gens, bien sûr, qui ont changé du jour au lendemain, ok, mais c'est pas toujours le cas. Donc, est-ce que tu aurais des petites astuces comme ça, tu vois, de mise en action très très simple, step by step pour les auditeurs? Bah, je trouve que tu as donné un super exemple, ne serait-ce que marcher, en fait, tout simplement. Je crois qu'on l'a tous vécu à un moment donné dans notre vie. Tu sais, si à un moment donné, je sais pas, tu as un coup de stress, un coup de fatigue, et ben, en fait, tu vas marcher. Et quand tu marches, en fait, tu vois en fait que bah, ton esprit s'éclaircit de plus en plus, que tu deviens de plus en plus léger. Et si en plus tu associes cette marche à une marche dans une forêt, par exemple, bah, en plus tu bénéficies justement des bienfaits de la forêt qui va t'apaiser encore plus. Et ça, c'est ultra simple et c'est accessible quand même à bon nombre de personnes, quoi. S'il n'y a pas une forêt à côté de soi, je te dis, ça peut être autre chose, ça peut être un parc si on habite en ville, mais rien de le fait donc, de marcher, de remettre du mouvement et de se rapprocher de la nature, déjà en soi, c'est déjà un premier pas. Et si on se concentre, parce que moi, j'invite vraiment les gens à rester d'abord focalisés sur une chose, c'est de ne pas vouloir changer son alimentation, puis après faire du sport, puis après faire de la méditation, tu vois. Déjà, au moins, se focaliser juste sur une chose et être assez discipliné en fait sur cette chose-là. Et une fois qu'on a bien acquis en fait cette nouvelle discipline, que c'est devenu vraiment une nouvelle habitude de vie, et ben passer à autre chose progressivement, quoi. Et généralement, ça se passe comme ça, hein, c'est toujours step by step, hein. Mm. Et je voudrais juste préciser quelque chose. Euh, Parfois, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne sais pas être disciplinée, j'y arrive pas, et qui vont s'auto-flageller. Et je leur dis souvent, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé l'habitude qui vous met en joie, en Tout fait. à fait. C'est-à-dire que si là, on vous dit de marcher et que, bon, ça vous tente pas, bah, c'est peut-être pas ce qui est fait pour vous. C'est ça. Peut-être que ce qui est fait pour vous, c'est autre chose, en fait, tout simplement. Oui, ça peut être de Donc, la peinture, ça peut être faire de la poterie, ça peut être mm, mm, dessiner, ça peut être faire des mandalas, ça peut être... ça vraiment, c'est c'est ce ça. que je répète plusieurs fois dans le bouquin, Ouais. c'est vraiment à chacun, un peu comme un chercheur, pour soi-même, de trouver vraiment qu'est-ce qui est bon en fait pour lui, quoi. Et Dans ouais, l'idée de mouvement, il y a plein de choses à faire. Ouais. mais tu vois, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que, comme tu disais tout à l'heure, les gens ne mettent pas de l'énergie finalement dans cette connaissance de soi. Ils attendent qu'on leur donne la réponse. Et tu vois, je vais faire le pont avec quelque chose qui est très important pour toi, l'éducation. Ce Oui, truc de on attend qu'on nous dise quoi faire. On attend qu'on nous dise si c'est bon, si c'est pas bon. On nous laisse pas expérimenter. Et ça, ouais. c'est quelque chose que tu expliques beaucoup, et notamment dans ton magazine. Et je vois que tu es énormément dans une éducation différente. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler? Bah, c'est pareil, là je trouve que tu as t'as donné le mot-clé, c'est l'expérimentation. Mhm. Et c'est pareil en fait, Les gens c'est ont bien peur, hein? Ils ont peur Ouais, d'expérimenter, ils ont peur de se tromper. Et je sais que exactement. dans ton magazine, ça revient souvent de se dire, mais peut-être que si on changeait les choses à l'école, ça changerait toute la donne. Est-ce que Oui, tu c'est veux ça. développer ça? Il faut oser, en fait, tout simplement, quoi. Moi, je vois bien que si j'osais pas, bah, je ne serais pas là aujourd'hui en train de discuter avec toi. C'est impossible. Si les enseignants n'osaient pas, dans leur classe, tester des nouvelles pratiques, des nouveaux outils pédagogiques, bah, on ne progresserait pas justement dans la connaissance de l'être humain et comment accompagner du mieux qu'on peut les enfants d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment être dans cette démarche de se dire, en fait, ça coûte rien. Je teste, je vis l'expérience et je verrai bien ce que ça donne. Ouais, mais Euh, c'est dur, hein, parce que certaines personnes ont osé et se sont fait taper sur les doigts. Sans citer personne, on sait très bien que certaines personnes ont essayé de faire bouger les choses dans bah l'éducation, oui, avec des bah choses oui, très concrètes, très réelles, des oui, expériences hyper oui. intéressantes. Oui. Et elles se sont fait juste taper sur les doigts, et puis merci, ciao, au revoir, et puis basta, quoi. Oui, mais c'est pas pour autant qu'elles ont arrêté derrière, elles continuent, elles font autre Mm, chose. mm, mm. C'est ça, je pense, qui est important aussi à retenir et qui fait la différence avec un certain nombre de personnes. Des gens vont peut-être vivre ça comme un échec, et je le mets entre guillemets, et d'autres personnes vont vivre ça comme une expérience de vie.
et vont retirer ce qui leur semble le plus pertinent dans l'erreur peut-être qu'elles ont faite pour faire différemment après plus tard. Moi, je rentre dans cette case-là, parce que bien évidemment, encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive de me planter, de mettre le genou à terre, et donc de me dire, voilà, bah, en fait, où est-ce que je me suis planté? Enfin, d'analyser tout simplement, de ressortir ce qu'il y a de positif dans cette situation, et de la réutiliser après plus tard sur un autre projet, parce que du coup, j'aurais retenu la leçon. Tu sais, c'est culturel aux États-Unis, mais peut-être que je ne te l'apprends pas. Non, non, L'échec mais est c'est ce que je vraiment dis tout bien. le temps, hein, donc je sais très bien ce Ouais, que tu vas dire. voilà. L'échec est vraiment le bienvenu. Nous, ici en C'est vrai. France, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de l'échec. Il faut juste comprendre que c'est quelque chose de purement culturel. On nous a fait comprendre depuis qu'on est gamin que c'est pas bien en fait de se planter, qu'il faut surtout faut être bon dans tout, faut être quasiment parfait dans tout ce qu'on fait. Ben non, en fait, l'échec, bien au contraire, c'est comme ça que tu apprends. Les scientifiques, Einstein, Léonard de Vinci et j'en passe, n'auraient pas mis en place tout ce qu'ils ont fait si c'était pas planté, je ne sais pas combien de fois avant, quoi. Ça fait Et partie du du coup, process. est-ce que ça ferait pas aussi, est-ce que ça ferait pas un lien, tu me dis ton point de vue, en lien avec l'espoir, le fait de garder espoir, parce que quand tu vois, tu tombes, tu tombes, tu tombes, et que tout le monde te dit, bon, à un moment donné, bon, voilà quoi, tu vois, est-ce que c'est pas une question aussi d'espoir de dire, je peux pas lâcher, je vais forcément y arriver, il faut juste que je retente. Et cet Ouais. espoir, c'est lié avec l'optimisme, tu en parles dans ton bouquin. Comment toi tu développes ton optimisme, cet espoir, le fait de se dire, mais je peux pas juste lâcher, je dois continuer de projet en projet. Qu'est-ce qui fait que tu Ouais. arrives à nourrir ça? Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter et dire, mais moi, je suis pas du tout comme ça, j'y arriverai jamais. Tu vois, ça arrive Ouais. souvent, ça. Comment, quel Oui, alors conseil? ce qui est bon à savoir, c'est que là, je vais parler un peu de neuroplasticité, c'est Mm. que notre cerveau, en fait, on peut vraiment le hacker. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de biais de négativité. Donc, pour les gens qui connaissent pas, grosso modo, c'est je te donne 9 compliments et un reproche, tu vas retenir que le reproche. Et donc, on a la faculté de pouvoir changer tout ça. Par exemple, il y a un exercice qui est très sympa, qui a été proposé par Florence Servan-Schreiber, qui est les 3 kiffs par jour. Donc, les 3 kiffs par jour, c'est tous les jours. Donc, que tu sois seul, accompagné, en famille ou pas, tu vas dire en fait 3 choses, ou tu vas noter 3 choses que tu as adorées dans la journée. Si tu fais ça, donc les neurosciences se sont intéressées au phénomène, si tu fais ça tous les jours, eh ben, tu vas créer de nouvelles connexions neuronales. Et donc, du coup, tu vas créer une nouvelle connexion qui va te permettre d'avoir un filtre, de voir les événements de ta vie et de voir la vie de plus en plus positive. Ça, c'est juste un exercice parmi des milliers, hein. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut vraiment switcher et donc hacker notre cerveau pour davantage apporter de l'optimisme et du positivisme dans notre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît évident, c'est d'essayer de se couper aussi des informations négatives. Donc, bien évidemment que si on regarde BFM TV tous les jours, bah, c'est quand même très, très difficile d'être positif et d'être optimiste. Donc, aller choisir son information, c'est une vraie nourriture. C'est comme ce qu'on mange, c'est de la nourriture intellectuelle. Donc, choisir peut-être des bouquins, des magazines qui vous apportent des choses positives. Ça me paraît aussi important. Là où c'est plus compliqué, c'est de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et pas de personne qui nous tient vers le bas. Parce que bien évidemment, dans la grande étude qui a été menée, je ne sais pas si tu le sais, par Harvard, pendant 75 ans autour du bonheur, pour voir en fait quels étaient les ingrédients qui nous permettent de tendre vers le bonheur. Donc on a suivi pendant 75 ans des groupes d'individus, une centaine de personnes, et on s'est aperçu que le point le plus important, c'est le lien social. C'est vraiment ça dont on a besoin en fait en tant qu'être humain dans notre vie de tous les jours, et notamment la qualité du lien social. Donc bien évidemment que si dans ton entourage, tu as des gens qui te racontent tout le temps les misères de la vie, de ce qu'ils ont entendu à la télé, de ce qui s'est passé, je sais pas, au bureau qui va pas, de l'accident, de la personne qui est morte qu'on connaît pas, de la guerre et tout machin, bah, bien évidemment, c'est compliqué aussi pour toi après de changer ton mindset et de voir les choses de manière positive. Donc, tu vois, il y a ces 3 points qui me semblent déjà un peu la base, quoi. En gros, c'est l'information, les gens qui t'entourent. Je sais que parfois, c'est pas évident. Parfois, ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être tes parents, ça peut être des amis très proches, par exemple, que tu as depuis très, très longtemps. Mais force est de constater que pour les gens qui ont fait cette démarche, donc la démarche pour moi, c'est à un moment donné de penser à soi et de se rendre compte que ces gens, en fait, bah, nous tirent vers le bas. Et donc, bah, de prendre de plus en plus de distance. Ça ne veut pas dire de les quitter comme ça du jour au lendemain, mais de prendre de plus en plus de distance. Je ne sais pas si tu les voyais tous les week-ends, bah, tu vas les voir peut-être une fois par mois, ou etc., etc. Donc, c'est plein de petits tips comme ça, tu vois, à mettre en place dans sa vie qui permettent, avec le temps, et c'est là où encore la discipline est importante, c'est encore de la répétition et de la discipline, qui fait qu'à un moment donné, bah, tu perçois en fait la vie de manière différente. Et si tu ajoutes à ça ton alimentation, un sommeil réparateur, la nature, des exercices de relaxation, etc., bah, forcément, tu es dans un état d'esprit qui est très différent de la moyenne des gens.
Et ça demande du temps et de l'énergie. Je ne dis pas que c'est simple. Par contre, je dis que c'est globalement accessible à tout le monde. Merci, merci Julien, merci beaucoup. Avec joie. On arrive à la fin de cette, voilà, de cet échange. J'espère vraiment que ça, voilà, que les auditeurs, que ça a pu t'apporter beaucoup de clés très concrètes, donc je t'en remercie. J'espère que ça leur a donné la foi, l'espoir, l'envie, d'apporter des petits changements. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose du coup? Oui, parce que tu parles de changement. Tu sais, moi, j'ai une citation qui est encadrée dans mon bureau, qui me suit depuis que je suis gamin, parce que j'étais tombé sur cette citation dans une brocante à l'époque. Ouais. C'est la citation de Gandhi qui dit: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Ah, très connu. Et ouais, qui est très connue. Et en fait, moi, quand j'étais gamin, là, quand je suis tombé dessus, elle m'a vraiment inspiré. Je me suis dit: Ouais, «Waouh, mais quelle puissance, en fait, ouais, ouais. cette phrase-là», j'ai trouvé ça génial. Et je trouve qu'elle résume parfaitement un peu notre échange et ce que pourraient attendre les gens de la vie, en réalité. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, si on attend de l'extérieur que les choses changent, on peut attendre très, très longtemps. Par contre, et moi je le vis, toi tu le vis et on est des millions de personnes à le vivre, si moi déjà je commence à changer, bah, évidemment, en fait, le monde autour de moi, il commence à changer. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est notre responsabilité citoyenne à chacun, vraiment, de Mmh prendre mh. soin de nous du mieux qu'on peut, là où on en est, avec nos compétences, en s'apportant beaucoup d'amour, beaucoup de patience et d'avancer dans cette direction. On fait du mieux Totalement. qu'on peut, chacun pour prendre soin de soi. C'est ça notre responsabilité. Et je t'assure que si tout le monde faisait ça à l'échelle mondiale, on serait dans une société très différente. C'est sûr. C'est-à-dire que, comme tu dis, les atypiques, souvent, ils râlent et ils souffrent du monde dans lequel on vit et en fait, ils se disent comme ils peuvent pas changer le monde parce que c'est trop compliqué, bah, en fait, ils se conditionnent, ils s'oublient et puis ils vont pas bien. Alors qu'en fait, ils peuvent le changer en essayant de se Eh oui. changer eux-mêmes. Exactement. Et du coup, je trouve que j'en suis la preuve, tu vois. Mmh. C'est vraiment Totalement, possible. Par totalement. contre, je vais me répéter, mais c'est clair que ça demande du temps et de l'énergie. Ouais. Rien n'arrive comme ça, c'est pas possible. Mais par contre, le jeu envoie la chandelle, c'est génial. Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre dans le monde des bisounours, hein, tu vois. Donc, Ouais, je comprends. Ouais, non, mais je comprends totalement, hein. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je te disais, je pense qu'il y a des gens, qu'on agace, parce qu'ils veulent pas croire que c'est possible. Tu vois? ouais, Tu viens violenter une croyance, trop ancrée, bien heu sûr. et c'est ouais. Bon, écoute, franchement, un grand merci, on aurait pu continuer à en parler des heures. Donc n'hésitez Avec joie. pas, si vous voulez justement vous entourer de choses positives, bah, n'hésitez pas sur le travail de Julien, ses livres, son podcast, voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut vous nourrir intellectuellement hyper positivement et que ça peut participer à un vrai changement. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi, Elodie. Merci beaucoup. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!